Nous sommes de retour à l'Institut des Libertés. Nous avons un nouveau sujet devant nous qui est pourquoi la police ne peut plus rien pour vous. Pour le traiter, moi je serai arbitre dans ce débat, c'est parce que je n'y connais pas grand-chose, mais j'ai demandé à Maurice Signolet de venir, qui est ancien commissaire divisionnaire, et à M. Xavier Raufer, qui est lui un spécialiste de tous les phénomènes de renseignement, professeur au CNAM. Et donc, on va parler un petit peu des problèmes de sécurité, d'ordre public en France, etc., des raisons pour lesquelles ça ne marche pas, et peut-être, si nous avons le temps, mais j'espère que nous l'aurons, ce qu'il faudrait faire. Donc, je vais commencer par demander à l'homme de terrain que vous êtes, Maurice, de nous expliquer un petit peu, c'est vous qui avez choisi le titre de cette émission, pourquoi vous pensez que la police ne peut plus rien faire pour nous? Oui, on a choisi ce titre en référence à un ouvrage que je suis en train d'écrire, que je suis en train de peaufiner, où justement je dis la police ne peut plus rien pour vous, à l'issue de 40 ans de carrière. J'ai donc été 40 ans dans la police, 20 ans en police judiciaire et 20 ans en sécurité publique. Donc je maîtrise assez bien l'institution et je maîtrise assez bien la mission. Au cours de ces 40 années, j'ai vu tout simplement une déliquescence à la fois conjointe d'ailleurs, de la société et de l'institution en elle-même. Et c'est pour ça que j'en étais arrivé à cette conclusion un peu triste, qu'en fin de compte, on a aujourd'hui bien des difficultés à exercer ce métier de policier. Sur la mission, d'abord, et sur l'organisation. La mission, l'actualité d'aujourd'hui nous le montre bien, la difficulté d'assumer des fonctions d'autorité dans notre société, qui aujourd'hui est patente, on le voit bien avec les événements récents de l'affaire Traoré, et l'organisation en elle-même de l'institution qui, au fur et à mesure des réformes successives du code de procédure pénale, également des réformes structurelles, avec la réforme des corps et carrières qu'on a connue il y a une vingtaine d'années, on en arrive à cette conclusion qu'aujourd'hui il est extrêmement difficile de retrouver la légitimité de cette fonction régalienne qu'est la sécurité des Français. Ce que vous voulez dire donc en termes simples, c'est que dans le fond, vous n'avez plus aucun soutien politique quand vous essayez d'exercer votre métier, quoi, en quelque sorte, ou que vous en avez beaucoup moins, ou Voilà. qu'il est beaucoup plus difficile de l'obtenir. Moi, j'en arrive à la conclusion que la police est broyée. C'est un peu ce que je vous avais expliqué l'autre jour. Pour moi, c'est cette impression que l'institution policière en elle-même est broyée, mais parce que c'est la preuve de la déliquescence d'une société. On ne se rend pas bien compte, mais je pense que la police est l'un des derniers curseurs d'appréciation de la vie en société. Un peu comme le ramasseur de péchés de Borésian, on ramasse les péchés de la société et puis on oublie de nous demander ce qu'on en pense, on oublie de nous dire au fait, d'après vous, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va mal. Et bien au contraire, on a tendance à vouloir ignorer cette réalité. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est que les fonctions régaliennes de l'État semblent se déliter, y compris donc la fonction de la sécurité. On le voit bien, dans ces 40 dernières années, la notion, toutes ces notions régaliennes ont tendance à se déliter, y compris la police nationale, qui elle se cherche, comme la gendarmerie d'ailleurs, qui sont les deux forces qui concourent à la sécurité en France. Aujourd'hui, on doute même à l'intérieur de notre légitimité. Monsieur Raufer, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire notre ami le commissaire divisionnaire? Je l'approuve en tout point, mais je voudrais remonter un peu plus haut pour qu'on ait des fondamentaux, de manière à vraiment asseoir tout ce qu'on va dire sur un socle solide. La forme politique de la France depuis maintenant 4 siècles, 5 siècles, est celle d'un État-nation. C'est même la France qui a inventé la formule de l'État-nation. À la Renaissance et jusqu'au XVIIe siècle, il y avait des guerres de religion. Pendant une longue partie du XVIe siècle, un tiers de la France était protestant, en gros entre Nantes et puis Perpignan
tout le Grand Sud-Ouest, là, était passé côté calviniste. Tous les cathares. Et voilà, et donc l'héritage sans doute cathare, et de ne pas supporter bien l'Église catholique, et à la suite de quoi, il y avait une grande difficulté pour le roi de dire « je suis le roi parce que Dieu l'a voulu ». Il y avait un tiers de la population qui levait le doigt en disant « pardon, vous pouvez nous expliquer là donc ?» Une autre formule a été inventée, elle a régressé naturellement après ça sous Louis XIV, mais elle s'est imposée à partir de la fin de la monarchie, qui est celle de l'État-nation. L'État-nation, il a une mission, elle est enfantine, elle est simplissime, elle a été résumée, je vais dire une fois pour toutes, jusqu'à temps où l'ère de l'État-nation sera terminée, mais encore maintenant et encore pour le futur, par une formule de Raymond Aron qui est absolument admirable, respecter à l'extérieur, en paix à l'intérieur. Un État-nation, il est dirigé par des gens. Pour que ces gens-là aient un satisfecit, il faut et il suffit que le pays qu'il dirige soit respecté à l'extérieur, c'est-à-dire pas que tout le monde vienne l'envahir, s'essuyer les pieds dessus, et qu'il soit en paix à l'intérieur, c'est-à-dire faire en sorte que la concorde civile et la paix civile règnent. Ça, c'est la base. Et c'est d'autant plus important pour la France que, en la matière, la France a tout inventé. Vous vous demandez peut-être pourquoi, quand vous allez dans d'autres pays d'Europe, le mot qui sert à désigner la police, c'est toujours le mot français. Police, polizei, politia, politia, etc. Pourquoi ? Parce que la première force de police moderne mondiale, c'est la lieutenance générale de police sous Louis XIV. Voilà. C'est la première fois qu'il y avait une police sur le modèle de laquelle toutes les autres, après ça, ont été forgées. Pareil pour l'armée française, comme la France était le premier État-nation, eh bien, elle a eu la première armée nationale. Et donc, comme elle avait cette armée nationale, toutes les autres armées nationales d'Europe puis du monde ont copié sur la première année. Alors, voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, par exemple, vous savez que quand il y a des faits historiques patents, on les retrouve dans la philologie, dans le langage. Quand vous prenez la langue allemande, tous les termes militaires sont français. Régiment, artillerie, général, etc. Il n'y a pas un mot dans la langue allemande qui ne soit pas français, parce que Frédéric de Prusse, voilà. Donc, c'est la preuve, ça, que la France est un État-nation, et qu'en tant qu'État-nation, en termes de sécurité intérieure et extérieure, elle a tout inventé. Vous savez à quel point, par exemple, la Croatie est une sorte de colonie déguisée de l'Allemagne. Oui. Eh bien, quand il y a eu la fusion entre les renseignements généraux et la DST, pour former un corps de sécurité intérieure, le patron des renseignements du service de renseignement croate, qui est un de mes anciens étudiants, m'a appelé en disant « Je viens de voir, c'est trop important, pourquoi vous faites ça, il faut qu'on s'en inspire, etc. » Quand la France fait quelque chose dans ce domaine-là, voilà. Et donc, notre ami, M. Signolet, est l'héritier d'une tradition séculaire dans laquelle il y a énormément de choses qui ont été inventées et dans laquelle la France a plus que des responsabilités nationales, puisque tout ce qui se fait en Europe découle plus ou moins de l'expérience française. Et si je comprends bien ce que vous dites, c'est que dans le fond, la même chose s'est passée pour l'armée. C'est-à-dire que, grosso modo, sans doute pour la diplomatie, et donc grosso modo, le premier pays qui a défini les secteurs régaliens, c'est la France. Bien entendu. Songez que la première ébauche de l'armée française, qui s'appelle les compagnies d'ordonnance, date de 1405, sous Charles VII. C'est bien simple, je parle à un économiste, la plus vieille nationalisation du monde, c'est l'armée française. Voilà. Oui, la plus ancienne. Et si j'ose dire, ça avait commencé même avant, parce que la bataille de Bouvines, c'était l'émergence du sentiment national en France. Bien sûr, bien Donc, entendu. si vous voulez, il y a d'abord eu le sentiment national, qui a été pris en main par un État qui l'a organisé autour de ses privilèges régaliens, si je vous comprends bien. Alors, ce qu'on est toujours obligé d'expliquer, surtout nos amis américains, parce que le système politique américain s'est tourné manège, et donc tous les 8 ans, vous avez affaire à des gens qui, en gros, il faut leur expliquer à peu près à l'invention de la roue, quoi. Et donc, on leur dit, attention, les États-Unis et la France, c'est pas pareil. Vous, dans votre cas, il y a des types qui sont assis autour d'une table et qui ont signé un document commun. Nous, il y a 1000 ans de bagarres, de guerres, de massacres, de trahisons, de mariages foireux, de tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, dans le cas de la France, qui n'a aucune espèce de situation territoriale prédéfinie. L'Italie, ok, c'est une péninsule avec une barre de montagne. L'Espagne, ok, c'est une péninsule, une barre de montagne. Mais la France,
où ça commence, où ça se termine? C'est tout à fait Pourquoi exact. la Lotharingie n'a pas... Voilà. Et donc, là, en France, c'est l'État qui a créé la nation. En conséquence de quoi, quand il n'y a pas de neige à Noël au sport d'hiver, les Français engueulent l'État, parce que, voilà, c'est de la faute de l'État. L'État préditine tout. Donc, c'est ça la situation de la France à l'heure actuelle. Et donc, ça veut dire aussi que n'est français que celui qui le veut. C'est-à-dire que c'est ce que disait Renan, dans le fond, être C'est une français, idée, bien sûr. c'est une idée, c'est une volonté, c'est une volonté de vivre ensemble. Mais il y a assez peu de rapport entre, mettons, un Corse et un Alsacien, mais tous les deux se veulent et se reconnaissent français, quoi. C'est ça qui est assez étonnant dans ce pays. Non seulement des rapports, mais des rapports de compréhension. Ma grand-mère me disait que dans le village en Alsace d'où elle venait, après, en 1920, quand ils sont devenus français, ils avaient installé une demoiselle des postes qui venait de Toulouse. Les gens ne comprenaient pas un mot de ce qu'elle racontait. Ah, mais ça, j'ai connu ça très bien. J'ai reçu des gens chez moi qui arrivaient de Normandie, qui étaient des gens tout simples, et puis avec une personne qui travaillait pour nous à l'époque aussi, qui était une paysanne de Haute-Garonne. Et il fallait que moi, je traduise. Il fallait un interprétariat. Il fallait un interprétariat, parce que la façon dont ils parlaient tous les deux, ils utilisaient la même langue, mais ils se comprenaient pas, quoi. C'était à cause de l'accent, à cause de tout ça. Donc, cette déliquescence de la police et de l'État français a commencé quand? Mais, en fin de compte, je voudrais presque reprendre en vous posant une question. Est-ce que la déliquescence de la nation, c'est le corollaire de la déliquescence de tout ce qui est institutionnel? On ne peut pas... une déliquescence de la nation, moi je suis criminologue, c'est un grand sujet, on ne peut pas vraiment savoir si c'est... Enfin, on peut le... C'est une hypothèse, quoi. On peut en parler de ça avec certitude. Qu'il y ait eu une évolution, qu'il y ait eu une adaptation, qu'après les guerres coloniales, c'est échangé, que l'entrée dans le XXe siècle, que toutes les transformations sociales qui font que les femmes ont été au travail, qu'après ça, il y avait quelque chose qui n'existait pas du temps de mes grands-parents à moi, qui suis de la génération dont les grands-parents ont fait la guerre de 14 et le père a fait celle de 39-45. Par exemple, il n'y avait pas d'adolescence. Les gens partaient travailler à 14 ans et puis l'adolescence, c'est un truc de gosse de riche. Il y avait ce qu'on appelait l'âge ingrat. Voilà, ouais. Et donc voilà. Donc tout ça a transformé la société et effectivement, on peut plus. Quand je parlais avec mon grand-père de la guerre de 14, etc., ce monde-là, naturellement, et même le monde de l'après Deuxième Guerre mondiale a complètement disparu. Donc que comment dire, que la force de sécurité publique, les forces de l'ordre s'adaptent à de nouvelles situations, c'est évident, ne serait-ce que techniquement. Je vais vous dire, j'ai beaucoup couvert, même été sur le terrain avec eux, les affaires de terrorisme, et notamment, j'étais en Irlande du Nord avec les guérilleros de l'IRA en Irlande du Nord, à Belfast, au Pays Basque, avec les gens de l'ETA. J'en connais encore, j'en vois encore de temps en temps. Le téléphone portable a signifié la mort de toutes ces formes de terrorisme-là. C'est bien simple, vous connaissez l'habitat au Pays Basque, il est dispersé, il n'y a pas de grandes villes, c'est des petits villages dans des montagnes. Alors là, de deux choses l'une, des deux côtés de la frontière, c'est pareil. Soit vous avez un téléphone portable dans votre poche et la garde civile ou la police ou la gendarmerie sait où vous êtes à 1 mètre près, ou alors vous n'en avez pas et vous êtes un terroriste. Fin du coup, échec et mat. Et donc j'ai parlé à des dirigeants de l'ETA, encore à moitié clandestins, enfin ils sont dans leur village, on va plus trop les chercher maintenant, mais ils sont dans un état de frustration et même de dépression terrible parce qu'ils ne peuvent plus rien faire, ils ne peuvent plus bouger. L'évolution technologique a mis un terme à toutes les formes de terrorisme qu'on trouvait, alors il y en a d'autres, j'allais dire rassurez-vous, mais il y en a d'autres, mais ces formes de terrorisme, donc la société sans cesse s'adapte aux évolutions de la technique, aux évolutions de la géopolitique, à toutes ces évolutions-là. Cela dit, à l'intérieur de cet ensemble-là, on remarque que l'appareil d'État français, pas sous le général de Gaulle, mais après, a eu une conception toujours plus restrictive de la police et essentiellement a, plus encore que ce n'était le cas auparavant, configurer la police pour le protéger lui, l'appareil d'État, et accessoirement tout ce qui bougeait. Un des rôles les plus difficiles quand on est en dehors de professeurs, consultants, il y a des chefs d'entreprise qui me demandent de venir les voir, je leur explique, vous êtes absolument seul.
personne ne viendra vous aider. Alors il dit, ouais, on paye des impôts. Je dis, ben voilà, pas de bol. Vous payez des impôts, mais vous êtes face à l'adversité. Et en plus de ça, vous êtes contraint à faire du préventif à 100%, à l'exception de Gazprom, qui, pour ses pipelines en Asie centrale, a une division blindée, mais à l'entreprise, avec les couleurs de Gazprom, avec des canons et des tanks, etc. À l'exception de Gazprom, aucune entreprise du monde, quelle que soit sa taille, n'a son corps de police et ne peut se défendre positivement, elle peut se défendre négativement. Alors voilà, donc plus ça va, plus c'est comme ça. En plus de ça, maintenant, les appareils d'État sont fauchés, ils n'ont plus de fric, donc ils restreignent, ils rabiotent, et naturellement, l'armée et la police, en pareil cas, servent de variable d'ajustement parce qu'on ne se rend compte de leur utilité que pratiquement quand il est trop tard. C'est comme les masques pendant la crise. C'est quand la crise est là. Donc ça... Est-ce que la tendance ne sera pas justement alors le risque d'aller vers une privatisation des forces de police? Mais c'est d'ores et déjà le cas. C'est ce que j'allais vous dire. C'est l'une des raisons pour laquelle je suis inquiet. Je vois bien. Je me souviens de Colomb avant qu'il ne parte pour la capitale des Gaules, qu'il retourne à Lyon. Lorsqu'il avait parlé de la police au quotidien, je crois, encore une nouvelle conception. On avait eu droit à la police de proximité. Après, on a eu droit à la police du chiffre, après on a eu droit à cette police au quotidien. Il avait dit qu'il se refusait aucune perspective, y compris de travailler avec les sociétés privées de sécurité. Donc on sent bien que quelque part il y a une volonté, inavouée ou avouée d'ailleurs, de se désengager de cette mission régalienne. On le sent bien. Bien sûr. Et donc la multiplication des polices municipales, on le voit également, qui avait été nationalisée par Pétain. Justement, l'école des commissaires a été fondée par Pétain. Dans la zone libre. Exactement, oui. Un magnifique monastère d'ailleurs, où j'ai passé 2 ans, mais bon. Mais c'était encore l'une des missions régaliennes de l'État qu'on confiait à la police, d'assurer la sécurité de l'État et accessoirement de la population. Plus ça a été avec lorsque dans une société apaisée ou disciplinée, qu'on a pu connaître jusqu'à la fin des 30 Glorieuses, la délinquance relevait d'une démarche quasi lupinienne, quoi. C'était des Arsène Lupin. Moi, si vous voulez, quand je suis rentré dans la police, c'était pas romantisme. C'était pour arrêter des méchants, des voleurs qui volaient le bourgeois, etc. Et c'était vrai. Je veux dire, on finissait même par avoir un même langage. On était, comme je disais, c'était mon quotidien et l'extraordinaire des autres. C'est-à-dire que entre le monde des truands et le monde des policiers, on s'entendait bien, on faisait notre petit C'était le monde d'Audiard, hein. Voilà. C'était l'espèce de monde d'Audiard qui était un peu rigolo. Qui existait, très sincèrement. Je peux même vous l'avouer, j'ai eu parfois de la sympathie pour des grands truands parce que c'était... Ils avaient la personnalité. Voilà, ils voulaient le bourgeois, quoi. Au moins... 700 000 crimes et délits quand je suis rentré dans la police en 1975, dont 300 000 chèques sans provision qui aujourd'hui ne sont plus comptabilisés. Aujourd'hui, on est à près de 10 millions de faits si on compte une analyse de victimation. Les faits recensés, c'est 5 millions, mais sinon, on est à 10 millions. Si vous voulez, la délinquance... Et le personnel de la police n'a pas augmenté? Non, il n'a pas augmenté. Les missions ont été éparpillées. Une réforme de la police des corps et carrières a été catastrophique. Il y avait avant un corps d'inspecteurs de police où il y avait 23 000 inspecteurs de police. Du jour au lendemain, en 1995, on a décidé par mesure d'économie de supprimer ce corps et de faire un espèce de grand magma de recrutement parmi les gardiens de la paix. En clair, on avait des inspecteurs au prix d'un gardien de la paix. Et en donnant la qualité d'OPJ à des gardiens de la paix avec des variables d'ajustement. Un gardien de la paix pouvait très bien aller en police judiciaire ou en motard, ou vous voyez, des spécialités, alors qu'auparavant on avait 23 000 inspecteurs dédiés au judiciaire et au renseignement. Ça créait une culture quand même d'efficacité vraiment hors pair. Et vous dites qu'on a supprimé ça pour des raisons d'économie, quoi. Pour des raisons d'économie. C'était à mon avis uniquement ça. Rendez-vous compte, le corps des commissaires a été divisé par 2. Le corps des inspecteurs de police et des officiers de paix a été fusionné, mais il était divisé par 3. Et on a par contre recruté énormément de gardiens de la paix, mais pas du tout pour les mêmes salaires, mais en donnant les mêmes missions. Salaire de rien, mais qualitativement, on s'est rendu compte que c'était quand même pas la même chose. Avec en plus une emprise
énorme de la justice sur l'investigation qui fait qu'aujourd'hui, on a transformé les policiers en manutentionnaires. C'est plus, on fait plus carrière comme moi quand j'étais à la brigade criminelle, quand j'étais au STUP. Le policier était quelque part avec une hiérarchie légitime, hein, un patron. À mon époque, ça voulait dire quelque chose. Hein. C'était vraiment le patron de son équipe. Aujourd'hui, tout est court-circuité. Aujourd'hui, c'est un substitut par téléphone qui vous dit vous ferez ci, vous ferez ça, etc., sans tenir compte des contraintes budgétaires que ça peut entraîner. Vous voyez ? Et est-ce que ça veut dire, mais est-ce que c'est pas une rupture un petit peu de la séparation des pouvoirs ? Parce que la justice... Ah bah non, la police judiciaire, évidemment, elle dépend du judiciaire. Elle dépend du judiciaire. Et donc, elle dépend de l'exécutif. Administrativement, elle dépend de l'exécutif. Un des grands rêves de la chancellerie, c'est qu'un jour, on fasse, un peu comme dans d'autres pays, que la police judiciaire soit cooptée par le ministère de la Justice. Hein. C'est un des grands rêves. C'est ce qui se passe aux États-Unis, où le FBI est, dans le fond, dans le ministère de la Justice, et où les juges sont quelque part élus. Il y a une séparation très nette entre l'exécutif justice et le judiciaire. Des pays très proches comme la Belgique. Hein. La Belgique, c'est la police judiciaire du parquet. Hein. Ils sont payés par le parquet, encadrés par le parquet, etc. On pourrait l'envisager, hein, pourquoi pas, mais ça serait vraiment priver l'État d'une force importante quand même. Hein. Alors on peut effectivement s'interroger. Moi, quand j'étais la préfecture de police, je me suis toujours interrogé de savoir pourquoi le préfet de police avait une autorité réelle sur la police judiciaire. C'est-à-dire que tous les matins, le directeur de la police judiciaire venait rendre compte des affaires judiciaires au préfet de police, qui est un représentant de l'exécutif. On peut s'interroger. Ah oui, alors là, j'ai la réponse. Là, j'ai la réponse parce que le ministère de l'Intérieur en France, il date de la transformation au moment où Louis XVI va cesser d'être le monarque constitutionnel pour devenir un fugitif, puis après ça, finira par être tué. La transformation du ministère de la Maison du Roi en ministère de l'Intérieur. Donc, regardez ce qui se passe. La police, la préfecture de police de Paris, la lieutenance de police du lieutenant général Larénie, elle date du milieu du règne de Louis XIV, et le ministère de l'Intérieur, il n'arrive qu'à la fin du règne de Louis XVI. Donc, la préfecture de police a 80 ans de plus antérieur que le ministère de l'Intérieur. Et quand le ministère de l'Intérieur dit à la préfecture de police, faites ça, il dit, attendez, moi j'étais là le premier et tout. Alors, c'est naturellement moins simpliste que ce que je dis ça, mais l'antériorité de la préfecture de police sur le ministère, sur son propre ministère, fait que, il y a toujours eu un État dans l'État. En disant, voilà, nous on est là, on est à Paris. Je crois que même De Gaulle s'en était inquiété. Hein. Il avait voulu briser un peu la... Ça marche pas. Oui, je sais bien. À chaque fois, on dit qu'on va briser la préfecture de police, mais elle revient à chaque fois de ses cendres. Hein. C'est tellement particulier. Voilà. Et puis en plus, c'est... mais ça vient, vous savez, ces trucs qui viennent de l'histoire. Et les trucs qui viennent de l'histoire, c'est extrêmement difficile à faire changer. Hein. Mais oui. Non, mais la généalogie, c'est la clé du mystère. C'est la clé du mystère. Je crois que De Gaulle avait demandé à Paul Delouvrier, qui était à l'époque commissaire au plan, il me semble, chargé du plan, de réformer la préfecture de police. Je crois que c'est à cette occasion-là qu'ils avaient créé les 3 départements de la petite couronne, restreignant l'autorité du préfet de police au seul département de la Seine. Eh ben, il a regagné, voilà. Il a regagné les 3 départements. Il a retrouvé ça, y compris la préfecture de police, puisque le directeur de la sécurité de proximité a compétence maintenant sur les 3 autres départements. Bon, donnez-nous de l'espoir. Si l'histoire nous dirige, et donc on est dans une période de flottement, en utilisant ce que vous connaissez de la police, etc., qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on revienne à une police efficace ? Parce que les gens sont là, les structures ne demandent qu'à réapparaître. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est toujours pareil. C'est là pour l'instant, on les a étouffés, on les a étranglés, mais est-ce qu'il y a un espoir qu'on puisse les faire renaître ? Alors, je vous poserai la même question. Hein. Le pessimisme, c'est de voir l'inversion des valeurs, les notions de valeur du bien, du mal, ça c'est sur le fond. Hein, mais ça touche les juges. Qui se délitent. Ça touche plutôt les juges. Les juges ont changé leur façon de juger. Oui, non, mais l'appréciation du commun des mortels aussi. Hein, vous savez, la notion du bien, du mal, aujourd'hui, c'est très aléatoire. Hein, on pourrait en faire tout un débat, hein, mais c'est le cœur du problème. Quant au niveau organisationnel, il faut réfléchir également. On a une disparité des forces entre la police et la gendarmerie qui est absolument énorme. On a voulu toujours conserver cette dichotomie des 2 forces, hein, à juste raison d'ailleurs. Hein.
mais aujourd'hui c'est dévoreur de budget quand même. Hein. Il y a également un éclatement des forces entre la sécurité publique, la police judiciaire, les lignes hiérarchiques qu'il faudrait revoir. Tout ça est un chantier énorme. Alors pour la gendarmerie, il ne faut pas oublier une chose. Jusqu'à Napoléon, les taux d'homicide partout en Europe, et notamment en France, étaient immenses. C'était ceux du Brésil aujourd'hui ou du Salvador avec 100 homicides par 100 000 habitants, etc. Napoléon a créé cette police intérieure militaire qui était la gendarmerie et a implanté une gendarmerie à une journée de cheval des autres maillages de la frontière belge à la frontière espagnole, à la frontière italienne. De ce jour-là, la criminalité et notamment les homicides, les gens qui agressaient dans les forêts, etc., tout ça s'est effondré pour arriver très rapidement au taux où on en est à l'heure actuelle en moyenne dans l'Europe, parce que tout le monde a fait pareil au bout d'un moment, c'est-à-dire 2 pour 100 000. On est passé de 100 pour 100 000 à 2 pour 100 000. Donc, il faut garder cette force-là, parce qu'à la campagne, ils savent tout. Et quand on sait tout, on ne fait pas de bêtises, ou on en fait moins. Je crois que c'est de là que vient l'expression « régler une affaire sur le champ ». Voilà. En fin de compte, les gendarmes avaient toute l'attitude pour régler une affaire sur le champ, voilà. Dans le champ. Exactement. Ouais, il y a quelques années. Mais le problème qu'on a, c'est que autrefois la population française était dispersée sur tout le territoire de la France, donc cette structure était parfaitement adaptée. Mais maintenant, on peut se poser la question, à partir du moment où vous avez des amas de population et puis des déserts à côté. Mais c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. La zone rurale et périurbaine est très peuplée. Ah oui, elle est très peuplée, mais autour des grandes villes. Mais si vous voulez, si vous allez dans l'Ariège, si vous allez dans l'Ariège, si vous allez dans le Gers... il y a des tas de petites villes, et les villes en question ont droit à avoir de la sécurité. Ah oui, non, mais je ne dis pas qu'elles ont le droit à avoir de la sécurité, c'est que quand vous dites, ce à quoi je voulais faire allusion, c'est quand vous dites les gendarmes étaient au courant de tout. Oui. Ils sont toujours au courant de tout. Si vous allez à Eauze ou à Auch, ils savent tout ce qui se passe. Mais si vous allez dans une banlieue à côté, ils sont au courant de rien. Bien sûr que si. Ils font énormément de renseignements. Dans les zones... les zones périurbaines où il y a des cités, vous savez, à problème, hors contrôle, etc. Il y en a maintenant qui sont arrivés sur le territoire de la gendarmerie. J'ai donné des cours pendant 15 ans à l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Donc j'ai plein d'anciens étudiants parmi les gendarmes, ils viennent, ils me parlent. Hein, et donc ils font du renseignement. Mais parce qu'on entend parler partout du territoire perdu de la République. Des territoires perdus de la République. Il est perdu parce que le gouvernement... Mais est-ce que les gens savent ce qui se passe dedans? Les gendarmes continuent de savoir? Mais bien entendu. Ah bon? Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça. Non, mais tout à fait. Ça, c'est une bonne nouvelle. Si vous me permettez. Bien sûr. J'ai vu l'année dernière, lors d'une réunion, plusieurs dizaines d'officiers supérieurs de la gendarmerie. On était entre nous, on a parlé, et ils m'ont dit, moi vous savez, le gouvernement nous demande de remettre de l'ordre là-dedans, c'est fait dans les 2 semaines. Donc c'est très intéressant, parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est dans le fond, ce qui manque, c'est le courage politique de demander aux gendarmes de remettre de l'ordre. Mais attendez, c'est tout ce qui manque, parce qu'on a la connaissance des lieux. Pareil pour la police. C'est pareil, voyons exactement. Donc vous voulez dire que c'est pas un problème d'effectif, de connaissance, c'est un problème de volonté. Les territoires ne sont pas perdus de la République, ils sont ignorés, c'est différent. C'est très important ce qu'on dit là. Pour rebondir sur l'affaire Adama Traoré, mais moi je serais le politique, j'aurais dit, mais écoutez, j'entends parfaitement votre message. Je comprends, en m'adressant à Adama Traoré, je dirais, mais écoutez, je comprends parfaitement votre désespérance. Et d'ailleurs, pour y remédier, pour éviter que justement vous ne sombriez dans la délinquance, qu'il y ait une mauvaise image de vos communautés, etc., je vais tripler le nombre des policiers dans ces banlieues-là. Et on va éradiquer la délinquance qui vous empêche d'exprimer vos talents dans l'honnêteté. Ce que dans ces quartiers-là, 90% de la population demande. Là où on s'étonne, c'est qu'en en banlieue, les gens réclament de plus en plus de police. Mais vous savez, c'était ce qui s'est passé y compris ceux qui sont issus de l'immigration. Bien sûr, c'était ce qui s'est passé à New York avec Giuliani. Ouais. C'était toutes les mamans noires qui demandaient à Giuliani, mais sortez-moi. Sortez les voyous. Sortez les voyous. À New York, ils ont pris une autre décision qui était judiciaire également. Oui. Par exemple, la théorie des trois condamnations. Si on appliquait ça, il y a aussi quelque chose qui m'échappe. Lorsque je suis rentré dans la police, les recours à la prison étaient systématiques. Sincèrement, quelqu'un qui volait un autoradio, il prenait 1 an de prison.
un voleur de voiture 18 mois, un cambrioleur, un petit cambriolage 3 ans. Quand on allait en perquisition chez eux, on leur faisait prendre une valise, voilà. Et en plus, ils nous demandaient, est-ce qu'on peut pas retirer les menottes pour les voisins, ça, voilà. Aujourd'hui, ça a bien changé quand même. Et le recours à la prison était systématique et on n'entendait jamais parler de surpopulation des prisons. Donc la police ne peut plus rien faire pour vous parce que dans le fond, elle ne reçoit pas d'ordre. Elle ne reçoit pas d'ordre de faire ce qu'elle devrait faire. Alors, l'ordre, je vais vous donner un exemple. Et les condamnations. L'ordre, les moyens et les condamnations. Donc c'est un vrai problème. C'est pas un problème d'argent, c'est un problème de volonté politique. Mais non, parce que le maintien de l'ordre, ça économise beaucoup d'argent. Évidemment. Quand l'ordre est maintenu, ça économise beaucoup d'argent. Un cas précis, vous savez, on entend beaucoup parler à la télévision des Black Blocs. Oui. Je peux vous garantir, Ils sont tous sais de fichus. quoi je parle, mais le patron de la direction du renseignement de la préfecture de police pour la région parisienne, non seulement il a une liste des à peu près 200 gaillards que ça représente, mais à chaque fois, il y en a une vingtaine qui viennent au secours de leurs copains parisiens, une vingtaine de Belgique, une trentaine d'Allemagne. Chaque fois qu'il y en a un qui monte dans sa voiture, car l'Europe du renseignement existe, la DRPP est prévenue, il y a une voiture sur telle autoroute avec telle plaque d'immatriculation, ils arriveront vers telle heure. À epsilon près, il y en a peut-être 3-4 qui passent en dehors des mailles du filet, mais à 90, on sait, voilà. Alors très bien, si on sait ça, expliquez-moi pourquoi le pouvoir politique ne prend pas la décision qui est la première demande des Français, c'est l'ordre public. Pourquoi ? Qu'est-ce qui les en empêche ? Eh ben, je vais vous dire, c'est la trouille. Exactement. Mais la trouille de quoi ? Ben, la trouille du, qu'en dira-t-on, la trouille du dernier stagiaire arrivé à Libération, quoi. C'est ça. Vous voulez dire qu'il y a... C'est ça ? Vous êtes d'accord ? Tout à fait. Et puis ce politiquement correct qui fait que un ministre de l'Intérieur comprend l'émotion. Vous voyez, on en arrive. Mais si un ministre de l'Intérieur comprend l'émotion, si vous voulez, il aurait été dans ceux qui auraient lynché les pauvres noirs en Amérique. Je veux dire, à partir du moment où un ministre de l'Intérieur se laisse aller à l'émotion, c'est-à-dire qu'il pense que l'instant est plus important que la loi. Et c'est une saloperie. Un ministre de l'Intérieur ne peut pas penser ça. D'un autre côté, Castaner, vous savez, il est bête. Donc il dit que des bêtises, c'est normal. Je pèse mes mots. Oui, mais je suis un enseignant. Oui, mais celui qui est bête, si vous voulez, qui est mis dans une position de pouvoir, il est mis par quelqu'un qui devrait savoir qu'il est bête. Eh bien voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Là aussi, c'est infiniment simple. Notre président de la République et tout son entourage, ce sont des économistes, c'est des banquiers. Leur patrie, c'est Wall Street et puis la City de Londres. Alors, les trucs régaliens, pour eux, c'est une pénible survivance du néolithique, quoi. C'est des trucs qui sont complètement dépassés. Ils n'en sont pas imprégnés. Non, ils n'ont pas idée. Et des fois, ils font des bêtises atroces en pensant que ça va faire plaisir aux policiers. Donc, vous êtes en train de me dire que, dans le fond, c'est fascinant tout ça, c'est que ces gars-là sont arrivés au pouvoir en pensant que leur principale fonction, c'était l'économie. Eh ben oui, et la seule même. Et la seule. Et donc le régalien, pour lui, il dit je vais prendre 2 nuls, mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Allez, la Belloubet, hop, et puis le Castaner. Et donc il sait très bien. Vous croyez que c'est vrai, ça ? Oui, tout à fait. Et si on veut évidemment, enfin, c'est pas grave, c'est des fonctions, vous savez. Pour lui, le ministère de l'Intérieur, c'est le secrétaire d'État à la marine marchande, un truc dans ce goût-là, c'est pas grave. Alors qu'en France, dans un État-nation comme la France, depuis le début de l'État-nation, bien avant même la République, le ministre de l'Intérieur ou celui qui en tient lieu, il a une mission. Il est là pour rassurer les Français. Clémenceau, la police est là pour rassurer les braves gens et pour inquiéter les malfaiteurs. Il dit ça, ok, les gens rentrent chez eux, ils sont rassurés. Vous avez confiance dans Castaner, vous ? Bon, posez la question, de Clémenceau. Mais oui, le rôle d'un gouvernement, c'est de faire en sorte que les honnêtes gens soient en paix et que les autres ne le soient pas. Ben évidemment. Voilà, c'était sa phrase. Et du jour, il y avait une grande controverse avec Jean Jaurès. C'est-à-dire qu'un homme politique qui se présenterait maintenant en disant je vais laisser l'économie aux entrepreneurs, allez, parce qu'après tout c'est leur boulot, et puis on va faire ce que ce brave Pompidou disait, mais arrêtez d'emmerder les Français. Et qui dirait, moi je vais m'occuper que de l'État, et je vais le rétablir dans ses fonctions régaliennes, et je vais le réduire. Et dans ses limites. Et dans ses limites, il faut le faire réduire, il faut le renforcer d'un côté, et le professionnaliser, lui enlever tout le gras qu'il a autour, qui sert à rien pour des fonctions pour lesquelles ils sont pas bons. Il aurait un programme intéressant. Alors moi je vais vous dire, quand j'arrive devant mes étudiants, je leur dis, voilà, je vais vous faire provoquer un choc. L'État français
l'appareil d'État, la machine, elle a été créée pour respecter à l'extérieur en paix à l'intérieur. L'État français n'a pas été créé pour fixer le jour des soldes ou le salaire de nuit des infirmières, nom de Dieu. C'est pas fait pour ça. Et pourtant, il le fait et pratiquement, il ne fait plus que ça. Et il fait tout mal. Alors, dernier point qui est très important, c'est que la police, c'est un instrument. Donc, évidemment, quand vous allez chez le médecin, quand vous allez chez le garagiste, quand vous allez chez le mec qui s'occupe de votre informatique, et qu'il y a un problème, la voiture démarre plus, la petite a 42 fièvre, etc., que commence par faire le professionnel que vous avez en face de vous? Il commence par faire un diagnostic. Évidemment, à l'heure actuelle, le gouvernement, il fait pas de diagnostic. Il juge de l'intérêt de la police au fait qu'elle a fait assez peu de sourires ou trop de sourires ou pas assez de sourires à des messieurs qui ont une couleur de peau différente de la nôtre. C'est pas ça. Il faut dire, voilà, si vous voulez avoir un ministre de l'Intérieur respecté, il faut qu'un soir, il arrive aux 20h, qui disent, alors voilà, c'est simple, il y a tant de crimes et délits en France, il y en a tant, ça ne relève pas du crime parce que c'est une histoire de mari jaloux, de femme qui empoisonne son mari, etc. Tout ça, ok, c'est mais ça ne menace pas la structure de l'État. En revanche, tout ce qui est organisé et qui menace la paix publique, etc., c'est tels individus, on va les mettre hors d'état de nuire. Et une fois que quelqu'un a dit ça sérieusement, il peut ajouter, j'ai fait une fois... Une tribune libre dans le Figaro avec Goldnadel, que vous connaissez, voilà, et puis avec un beurre, en disant le fait d'être issu d'une communauté qui a subi un génocide n'ouvre pas le droit à braquer les banques, nom de Dieu. Non. Ben voilà, alors, c'est ça qu'il faut bien les choses. Donc, on arrive à la truc, c'est ce que disait, je ne sais plus quel proverbe, qui disait il vaut mieux 100 moutons menés par un lion que 100 lions menés par un mouton. Oui, tout à fait. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que nous sommes menés par des moutons. Alors, en termes techniques, ça porte un nom. Oui. Le gouvernement d'un pays, il a une mission, et une seule, c'est la décision. Il faut prendre des décisions. C'est très difficile. Et pourquoi le fait qu'il ne le fasse pas est grave, faire une petite conclusion en élevant le débat philosophiquement. Dans un des textes qu'il a écrit, Martin Heidegger donne une définition de la décision. Il dit « décider ne revient pas à bavarder à propos de quoi que ce soit, ça revient à prendre une disposition qui, si on ne la prend pas, revient à prendre la pire des décisions possibles. Quand on ne décide pas sur un sujet régalien, c'est pas neutre, ça dit que ça revient à prendre la pire des décisions et la pire des décisions possibles. Voilà, et parce que le gouvernement ne fait pas. C'est exactement ce que l'on vit. C'est ce que disait Montaigne d'une autre façon, parce que vous avez cité, il avait une formule que j'aime beaucoup, il disait prendre une décision, c'est comme de chier dans un pot et de se le mettre sur la tête. C'est pas facile. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup, monsieur. On ne ça au pauvre Macron, mais... Montaigne disait aussi, je n'enseigne pas, je raconte. Et donc, comme quoi aussi, il faut toujours chercher la généalogie des choses, se référer au passé, à l'histoire. Pourquoi on en est arrivé là si on peut terminer aussi sur une envolée un peu philosophique, je crois que toute l'histoire humaine, ça a été cette dualité. L'homme est un être factice, qui s'invente tout le temps des besoins, et au fur et à mesure, ça montre d'ailleurs la volatilité de ces besoins. Et il y a toujours eu un combat entre le domestique et l'éthéré. En fin de compte, le domestique, la roue, la machine, etc. Et puis l'éthéré, d'où je viens, etc., etc. Je crois que la France avait ce génie, avait réussi à lier les deux concepts. Et c'était assez génial, je trouve. Et on en était arrivé à une vision apaisée des choses. Et on avait même une reconnaissance mondiale quelque part. Oui. Tiens, la France a réussi. C'est une forme de civilisation, c'est vrai. On avait fait l'historique du pourquoi de la nation, pourquoi des missions régaliennes, etc. C'est justement, on l'a inventé. Et aujourd'hui, on a l'impression que ce joyau, c'est un joyau national, est en train de nous échapper. Est en train de nous échapper à cause justement de ce manque de décision à tous égards, dans le domaine spécifique de la police, mais c'est que je connais bien. Mais c'est vraiment ce manque de décision éclairée. Alors, je ne peux pas dire que je crois au despote éclairé. Non, mais c'est ce que vous dites est tout à fait vrai aussi pour l'enseignement. Parce que moi, j'ai été un enfant de l'enseignement républicain, si j'ose dire, et le lycée, n'importe où, était tout aussi bon que l'école des Jésuites qui était la porte d'à côté. Et en l'espace de 40 ans, j'ai vu l'enseignement français s'écrouler.
Et maintenant, vous avez 6 ans d'attente pour aller dans une école de jésuites. Donc, tous les domaines dans l'État s'est occupé, ont été tués par ce manque de décision, cette incapacité de voir le long terme. Écoutez, messieurs, je vous remercie beaucoup parce que moi, j'ai appris quelque chose. Merci. Merci beaucoup. À vous. Alors, bon, l'émission suivante, ce sera donc avec Hervé Juvin, que beaucoup d'entre vous commencent à connaître, qui connaissaient avant d'ailleurs sans doute. Et là, on va discuter d'un domaine un petit peu différent aussi, avec Maurice d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a une volonté maintenant d'une partie de la population de changer nos systèmes juridiques qui étaient fondés sur la prééminence de l'individu pour faire réapparaître le groupe et la tribu avant et après les jugements. Et ce serait un recul absolument gigantesque de notre civilisation si ça venait à se produire. Donc j'aimerais qu'on essaye de comprendre que ce qui fait l'originalité de la civilisation occidentale, c'est le droit qui s'appuie sur l'individu. Et c'est ça qu'on veut détruire.